En 1994, les familles de la Gold Coast du Connecticut payaient des milliers de dollars pour leur sécurité. Caméras, détecteurs de mouvement, codes d'accès, elles ne savaient pas que l'homme qui avait installé ces systèmes avait déjà choisi la date de leur mort. Il s'appelait Arthur Lee Groves, technicien principal pour Guardian Shield. Il se rendait dans les maisons sur invitation, vêtu de l'uniforme de l'entreprise, muni d'une trousse à outils et d'un sourire poli. Les propriétaires le remerciaient pour son travail. Ils lui offraient Anna Kaseka a fait sa fait. Il le reçait, lui montrait où se trouvaient les prises, et il mémorisait l'emplacement de la chambre à coucher, où se trouvait la chambre des enfants, où il dînait le soir. 5 ans, 4 familles, 15 personnes qui ne fêteront que non plus jamais Noël. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé la sécurité de quelqu'un d'autre en son propre théâtre. L'histoire d'un système censé protéger, mais qui a permis à un tueur d'entrer par la porte d'entrée, et de la petite erreur qui a ruiné son scénario parfait. Le 23 décembre 1996, Catherine Miller se réveille plus tôt que d'habitude. À 6h15 du matin, elle est déjà debout dans la cuisine de leur maison de Darien, l'une des banlieues les plus chères du Connecticut, en train de dresser la liste des choses à faire pour les 2 jours à venir. Elle a 43 ans, elle travaillait comme consultante en décoration d'intérieur, dirigeait sa propre petite entreprise et élevait ses 2 enfants, Emily, 14 ans, et Jacob, 11 ans. Son mari, Richard, était analyste financier pour une entreprise de Stamford et avait travaillé tard ces dernières semaines. Fin d'année, rapport, prime. Mais le 24 décembre, les choses devaient être différentes. La veille de Noël, une tradition familiale. Catherine était fière de la façon dont ils célébraient Noël. Pas de restaurant, pas d'invités, juste eux 4. Richard a allumé la cheminée. Les enfants décorent le sapin. Elle préparait une dinde selon la recette de sa mère. Ensuite, ils s'asseyaient dans le salon, échangeaient des cadeaux et regardaient de vieux films de Noël jusqu'à minuit. Cette année, Catherine voulait surtout que tout soit parfait. Émilie vieillissait, se repliait sur elle-même et passait plus de temps dans sa chambre. Jacob était accro aux jeux vidéo et ne quittait presque jamais l'écran de son ordinateur. Richard travaillait 60 heures par semaine. La famille était dispersée et Noël était le seul jour où elle était à nouveau unie. Il y a 3 semaines, Richard avait insisté pour installer un nouveau système de sécurité. Les cambriolages étaient en hausse dans leur quartier. C'est du moins ce que disait le journal local. Guardian Shield était considéré comme le meilleur de la région. Leur technicien est arrivé le 9 décembre, a passé près de 4 heures dans la maison, a installé des capteurs sur toutes les fenêtres, une caméra à l'entrée et un panneau de contrôle dans le couloir. Catherine se souvient de lui, un homme d'une 30aine d'années, calme et à la voix douce. Il travaillait avec soin, faisait peu de bruit et refusait poliment le café qu'on lui proposait. Lorsqu'elle lui a demandé si le système était fiable, il a répondu brièvement « Vous êtes en sécurité maintenant ». Elle y a cru. Le 23 décembre, Catherine a passé toute la journée à se préparer. Le matin, elle fait les courses. L'après-midi, elle fait le ménage. Le soir, elle emballe les cadeaux dans la chambre, tandis que Richard regarde le football en bas et que les enfants sont assis dans leur chambre. À 22h30, elle vérifie que la porte d'entrée est bien verrouillée. Elle met la maison sous alarme, avec un code à 4 chiffres que seuls les membres de la famille connaissent. Elle monte à l'étage et se couche à côté de son mari. Elle ne savait pas qu'à ce moment-là,
Dans une camionnette sombre, garée à 2 rues de leur maison, quelqu'un regardait un écran. On y voyait leur chambre à coucher, leur salon, leur cuisine. Cela fait 3 semaines qu'ils les observent. Le 24 décembre 1996, la famille Miller se réunit dans le salon vers 7 heures du soir. Richard alluma la cheminée. Emily aida à mettre la table à contre-cœur. Jacob tripote la guirlande, qui ne veut pas clignoter régulièrement. Catherine sortit la dinde du four et appela tout le monde à table. Ils se mettent à table à 19h45. À 23h15, le système d'alarme de la maison Miller a été désactivé. Le code a été entré correctement du premier coup. La porte d'entrée s'est ouverte et refermée sans bruit. Le système de sécurité n'a pas détecté l'intrusion. Car pour elle, ce n'était pas une intrusion, c'était un code de technicien. Un code maître qu'Arthur Groves avait gardé pour lui depuis le 9 décembre, lorsqu'une hôtesse reconnaissante lui avait offert un café et qu'il avait mémorisé la disposition des pièces. Le 26 décembre, des voisins ont appelé la police. La voiture des Miller était garée dans l'allée depuis 2 jours, mais personne n'avait quitté la maison, répondu au téléphone ou pris le courrier. Lorsque les agents sont entrés, ils ont trouvé 4 corps dans le salon. La famille était assise sur le canapé, dans la position où elle avait l'habitude de regarder les films de Noël. Devant eux, sur la table basse, se trouvait une cassette vidéo dans un emballage festif avec un nœud rouge. Il n'y avait pas d'écriture dessus. Seule la date était indiquée, le 24 décembre, et ce n'était que la 4e famille. Arthur Lee Groves est né le 14 octobre à Bridgeport, dans le Connecticut. La ville se trouve à la frontière de 2 mondes, des quartiers industriels avec des immeubles d'habitation miteux au nord et la Gold Coast brillante au sud. Darien, Greenwich, Westport, des noms qui sonnent comme un passage vers une autre vie. Ils sont à moins de 20 minutes en voiture, mais pour la famille Groves, ces 20 minutes équivalent à un abîme. Sa mère, Doris Groves, travaillait comme femme de ménage dans les maisons des Ishizota famille du comté de Fairfield. Elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir, sentant les tapis et les détergents des autres. Parfois, elle emmenait le petit Arthur avec elle, lorsqu'il n'y avait personne à qui le confier, lorsqu'un voisin refusait de s'en occuper, lorsqu'il n'y avait pas d'autre solution. Il s'asseyait dans les cuisines des autres et attendait que sa mère ait fini. Il a regardé les hauts plafonds, les nappes blanches, les réfrigérateurs remplis de nourriture que personne ne mangeait. Il a regardé les photos de famille encadrées d'argent, des visages souriants, des chiens, des bateaux, des arbres de Noël. Il n'a touché à rien. Il a juste regardé. Plus tard, lorsque des psychologues criminels analyseront son enfance, ils constateront qu'un schéma se dessine déjà. Observation, distance, se sentir invisible dans le monde des autres. Son père, Raymond Groves, travaillait comme mécanicien automobile et buvait. Ce sont les 2 constantes de son existence. Il ne battait pas sa femme et son fils. Il était simplement absent. Il s'asseyait devant la télévision avec une bouteille de bière, allait au garage et revenait en sentant le whisky. Arthur ne se souvenait pas d'une seule conversation de plus de 3 phrases avec lui. À l'école, Arthur était le garçon que personne ne remarquait. Ce n'était ni un tyran, ni un excellent élève, ni un athlète, juste un garçon au 3e rang qui rendait toujours son travail à temps et ne levait jamais la main. Les enseignants ne se souvenaient plus de son visage 1 an après la remise des diplômes. Ses camarades de classe ne se souvenaient plus de son nom. Il préférait cela. L'invisibilité lui donnait quelque chose d'important, la possibilité de regarder. À l'âge de 12 ans, Arthur a commencé à fréquenter les quartiers riches le soir. Il ne s'agit pas de vol ni de hooliganisme, mais simplement d'observation. Il choisit des maisons avec de grandes fenêtres où les rideaux ne sont pas tirés et observe les familles à l'intérieur. Comment elles dînent, comment elles regardent la télévision, comment ils rient
de quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Il aimait particulièrement Noël. En décembre, les maisons étaient illuminées de guirlandes et les fenêtres étaient transformées en écrans sur lesquels se jouaient des scènes parfaites. Le père au coin du feu, la mère avec un plateau de biscuits, les enfants près de l'arbre de Noël. Tout ce qu'il n'avait pas et n'aurait jamais. Il ne se sentait pas en colère. Du moins, pas à ce moment-là. Il n'avait qu'une envie froide et constante de le fixer. Un jour, c'était en décembre 1974 et il avait 12 ans. Il fut remarqué. Un homme de la maison de Darien sortit sous le porche et vit le garçon debout près de la haie. Il n'a pas pris la peine d'aller voir ce qui se passait. Il a appelé la police. Un patrouilleur a ramené Arthur chez lui, par l'oreille. Le père était trop ivre pour réagir. La mère a pleuré et s'est excusée, non pas auprès de son fils, mais auprès du policier. Les voisins ont vu l'enfant sortir de la voiture de police. Au matin, tout le quartier savait que le fils de Doris Groves était un petit pervers qui épiait les fenêtres des riches. Arthur n'a pas pleuré. Il n'a pas cherché d'excuses. Il s'est juste rendu compte d'une chose. Pour regarder, il faut être invisible. Vraiment invisible. Il a passé les 2 années suivantes à apprendre comment faire. Trouver les angles morts, mémoriser les horaires des patrouilles, apprendre à se déplacer pour ne pas attirer l'attention. Il ne s'est plus jamais fait prendre, mais quelque chose d'autre s'est brisé pour de bon. Le 24 décembre de l'année 1975, Arthur a 13 ans. Ce soir-là, tout commence comme d'habitude. La mère rentre tard du travail, fatiguée et silencieuse. Le père s'est assis près de la télévision avec une bouteille. Il y avait des haricots en boîte et du pain pour le dîner. Il n'y avait pas de sapin de Noël. Ma mère a dit que cette année, il n'y avait pas de vacances. Vers 20h, on sonne à la porte. Une femme d'environ 35 ans se tenait sur le pas de la porte, bien coiffée, vêtue d'un manteau coûteux et portant un parfum qu'Arthur reconnut. C'était l'odeur des maisons que sa mère nettoyait. Derrière la femme se trouvait une grosse voiture noire dont le moteur tournait. Papa se lève du canapé pour la première fois de la soirée. Arthur n'a pas pu entendre toute la conversation. Il n'entendait que des bribes. Sa mère qui criait, son père qui marmonnait quelque chose. La femme qui restait silencieuse et attendait. 15 minutes plus tard, Raymond Groves sort de la maison, portant un petit sac. Il n'a pas regardé son fils, il n'a pas dit un mot. Il est monté dans une voiture noire et est parti. Arthur a appris plus tard les détails. La femme s'appelait Margaret Hollis. Sa famille possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans le comté de Fairfield. Raymond avait réparé sa voiture il y a 8 mois et ils sortaient ensemble depuis. Maintenant, il emménageait avec elle, dans la grande maison aux colonnes blanches, dans le monde même que son fils ne pouvait voir qu'à travers les fenêtres. Doris Groves n'y a pas survécu, pas physiquement. Elle respirait, mangeait, allait au travail. Mais quelque chose s'est brisé en elle. Elle a commencé à boire. D'abord le soir, puis le matin. Elle a perdu un emploi, puis un autre. Elle a arrêté de nettoyer la maison. Elle a arrêté de cuisiner. Elle a cessé de regarder son fils, comme si sa seule présence lui rappelait sa trahison. En mars 1977, alors qu'Arthur avait 14 ans, elle l'a réveillé au milieu de la nuit. Elle lui a dit de s'habiller. Elle l'a mis dans un bus pour Hartford et lui a donné un mot avec l'adresse d'un centre d'accueil pour mineurs. Elle lui a dit qu'elle viendrait le chercher quand il serait remis sur pied, que ce ne serait pas long, qu'il serait mieux là-bas. Elle n'est pas venue 1 mois plus tard, ni 1 an plus tard, ni 5 ans plus tard. Arthur Groves a passé 4 ans dans le système de protection de l'État avant d'atteindre sa majorité. Il n'a pas fait de scène, n'a pas essayé de s'enfuir, n'a pas cherché sa mère. Il a simplement attendu.
étudié, il a regardé. Plus tard, lorsque les psychologues criminels établiront son profil, ils définiront cette nuit-là, le 24 décembre de l'année 1975, comme le point de non-retour. Le moment où ses contraintes intérieures ont commencé à s'effondrer. Le père a choisi la famille riche au lieu de lui. Sa mère a choisi la bouteille au lieu de lui. Ces deux pertes sont dues à ce monde à l'extérieur des fenêtres. Un monde de grandes maisons, de vacances parfaites et de familles qui n'existent que pour qu'il les regarde. Cette nuit-là, le garçon de 13 ans a pris conscience de plusieurs choses qui ont façonné le reste de sa vie. Premièrement, la famille est une image, un bel emballage sans rien de réel derrière. Son père l'a prouvé en le quittant pour la femme d'un autre homme la veille de Noël. Sa mère l'a prouvé en abandonnant son propre fils. Deuxièmement, les personnes qui se trouvent derrière les fenêtres éclairées ne sont pas meilleurs que lui. Ils sont juste meilleurs pour faire semblant. Leur bonheur est aussi faux que les cartes de Noël. Et un jour, il le prouvera. Troisièmement, s'il veut contrôler sa propre vie, il devra contrôler celle des autres. Arthur Groves a quitté l'orphelinat en 1981 avec un diplôme d'études secondaires et un projet précis. Il s'inscrit à un cours d'ingénierie électrique et se spécialise dans les systèmes de sécurité. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Désormais, il disposera d'un moyen légal de pénétrer dans les maisons des autres. Regardez, mémorisez, observez, et personne ne saura jamais qu'il était là. En 1983, Arthur Groves accepte un emploi de technicien dans une petite société d'alarme de Stamford. Le travail est simple, se rendre à l'adresse, installer des capteurs, connecter le panneau de contrôle, expliquer au propriétaire comment utiliser le système. Il s'acquitte bien de sa tâche. Il est calme, ordonné et professionnel. En 8 ans, il a changé 3 fois de société, accédant à chaque fois à un poste plus élevé. En 1991, il est le technicien en chef de Guardian Shield, l'une des sociétés de sécurité les plus prestigieuses de la Gold Coast du Connecticut. Leurs clients étaient des banquiers, des avocats, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des gens qui pouvaient s'offrir la meilleure protection, des gens qui vivaient dans les maisons mêmes qu'Arthur avait contemplées lorsqu'il était enfant. Maintenant, il l'invitait à entrer. Il lui ouvrait les portes. Pendant les 3 premières années, il s'est contenté de regarder. Il installait des systèmes, rentrait dans son appartement de Bridgeport et réfléchissait à ce qu'il voyait, les familles, leurs habitudes, à quel point il serait facile d'y retourner. Mais quelque chose a changé en l'an 1991. Au début des années 90, sont apparues sur le marché des caméras miniatures, une innovation technologique conçue à l'origine pour la surveillance secrète des nounous et des femmes. C'était à la pata d'un bouton, elle pouvait émettre un signal jusqu'à une centaine de mètres. Arthur les a vus lors d'un salon professionnel à New York et a immédiatement réalisé que c'était exactement ce qui lui manquait. Il a commencé à acheter des micro-caméras par petits lots auprès de différents fournisseurs en liquide sans documentation. Il les a modifiées dans son garage, améliorant la qualité du signal et la portée de la transmission. Il a équipé une camionnette, la même que celle dans laquelle il transportait ses outils de récepteurs et de moniteurs.
Tout était prêt en décembre 1991. Sa première victime est la famille Jennings de Westport. Patrick et Susan Jennings ont commandé l'installation d'un système de sécurité début novembre. Le kit standard, des capteurs aux fenêtres, une caméra à l'entrée, un panneau de contrôle avec un code à 4 chiffres. Arthur est arrivé le 5 novembre et a passé 3h30 dans la maison. Officiellement, il a installé 12 capteurs et une caméra. Officieusement, il a installé 4 autres micro-caméras dans le salon, la chambre à coucher, la cuisine et la chambre d'enfant. Chacune était cachée de manière à être indétectable par une inspection normale. À l'intérieur d'une grille d'aération, derrière un cadre, dans la base d'un lampadaire, dans le boîtier d'un détecteur de fumée. Il gardait également pour lui le code maître du système, une combinaison qui permettait de désactiver le système d'alarme à l'insu des propriétaires. Au cours des 7 semaines suivies, passait toutes les nuits dans sa camionnette, garée à divers endroits, dans un rayon de 200 mètres autour de la maison des Jennings. Il regarde les écrans et étudie la famille. Patrick est rentré du travail vers 7h du soir et est allé directement sous la douche. Suzanne préparait le dîner tout en parlant à sa sœur au téléphone. Leur fille, Chloé, 9 ans, faisait ses devoirs à la table de la cuisine, puis regardait des dessins animés jusqu'à 9h. Elles se sont couchées à des heures différentes. D'abord leur fille, puis Suzanne, et enfin Patrick qui s'est couché tard devant la télévision. Arthur savait quand ils se disputaient et à quel sujet. Il savait que Suzanne soupçonnait son mari d'avoir une liaison avec une collègue. Il savait que Patrick n'était pas satisfait des dépenses vestimentaires de sa femme. Il savait que Chloé pleurait la nuit parce que ses parents se criaient en The Sounded Chi de Titi la di chi pulmure. La famille parfaite, une image parfaite, le mensonge parfait. La semaine précédant Noël, Arthur a entamé la première phase de ce qu'il appellera plus tard la préparation de la toile. Il a appelé le domicile des Jennings au milieu de la nuit. Lorsque quelqu'un a décroché, il n'y avait que du silence à l'autre bout du fil, ou, plus effrayant, leur propre voix. Des enregistrements de conversations qu'Arthur avait réalisés grâce à ses caméras. Des bribes de phrases, les rires de Chloé, les chuchotements de Suzanne. Il allumait à distance les lumières des chambres lorsque la famille était endormie. Il activait le système d'alarme sans raison et les Jennings vérifiaient la maison et trouvaient que tout allait bien. Ils appelaient Guardian Shield pour se plaindre des dysfonctionnements du système et la société envoyait un technicien pour vérifier. Devinez qui ? Arthur est venu avec une sympathie professionnelle, a vérifié l'équipement, a écarté les mains et a dit que tout fonctionnait correctement. Probablement des surtensions ou des interférences avec l'équipement du voisin. Rien de grave. Il a regardé les visages épuisés des Jennings, privés de sommeil, anxieux, paranoïaque, et a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Contrôle. Le 24 décembre 1991, Arthur Groves pénètre dans la maison des Jennings à 23h40. Il a utilisé le code maître qu'il s'était donné 7 semaines plus tôt. Le système d'alarme ne s'est pas déclenché. La caméra de l'entrée avait été éteinte, par lui aussi. Les détails de ce qui s'est passé à l'intérieur sont consignés dans le dossier. Nous ne les rappellerons pas. L'essentiel est là. Arthur n'a pas seulement tué la famille Jennings. Il a passé plus de 2 heures dans la maison, une fois le travail terminé. Il a disposé les corps dans le salon, sur le canapé, devant la cheminée, dans des poses imitant une soirée familiale. Il a allumé les lumières de Noël et placé 4 tasses de chocolat frais sur la table basse. Puis, il a laissé un cadeau
sous le sapin, une cassette vidéo dans un emballage festif. La cassette contenait des séquences filmées par ses caméras cachées. 7S7 Daisy Den. Famille Jennings, comprimé 45 km en 45 minutes. Leurs disputes, leurs larmes, leurs tentatives pour feindre le bonheur devant leurs amis et leur famille. À la fin, une courte inscription en texte blanc sur fond noir indique « Maintenant, vous êtes ensemble pour toujours ». La police a retrouvé les corps le 26 décembre. L'enquête a duré 8 mois et n'a pas abouti. Il n'y a pas eu d'effraction, pas de signe de lutte, pas de mobile évident. La bande vidéo a été examinée, mais en l'an 1992, la technologie ne permettait pas de remonter à la source de la bande. L'affaire a été classée comme un meurtre non résolu. Arthur Groves a continué à travailler chez Guardian Shield. La direction l'a félicité pour son professionnalisme. L'année suivante, il a installé 14 systèmes de sécurité supplémentaires et il a choisi une deuxième famille. Le schéma qu'il a créé avec Jennings s'est répété 3 fois au cours des 5 années suivantes. 1992 ans, la famille Carter de New Canaan. Un couple marié et 2 fils adolescents. Installation du système en octobre. Surveillance pendant 2 mois. Terreur psychologique pendant la dernière quinzaine avant Noël. Les corps sont retrouvés le 27 décembre 1994, la famille Campbell de Greenwich. C'est une affaire qui deviendra plus tard un élément central du dossier de l'accusation. Arthur ne s'est pas contenté de regarder. Il a remplacé l'objectif de leur caméra vidéo domestique par son émetteur. La famille a enregistré le repas de fête sur la caméra, sans savoir qu'Arthur recevait le même signal en temps réel. Il s'est installé dans une camionnette à 2 pâtés de maison de la maison et a regardé leur Noël. Leur vrai Noël non produit. Des heures avant d'entrer à l'intérieur. Sur une cassette saisie plus tard, on peut l'entendre chuchoter des commentaires par-dessus leur rire. 1996. La famille Miller de Darien, 4e et dernier. À chaque fois, le schéma est devenu plus complexe. La période de surveillance s'est allongée, passant de 7 semaines pour les Jennings à 3 mois pour les Campbell. Le nombre de caméras cachées augmente, passant de 4 à 8. La phase de terreur psychologique devient plus sophistiquée. Aux appels téléphoniques s'ajoutent des lettres, des cartes postales sans adresse de retour, des petits objets déplacés d'un endroit à l'autre. Mais certaines choses sont restées inchangées. Toujours les banlieues aisées de la Gold Coast. Toujours des familles entières avec des enfants. Toujours des clients du Guardian Shield qui voulaient se sentir en sécurité avant les vacances. Toujours la veille de Noël. Toujours une cassette vidéo sous l'arbre de Noël. Les policiers de 4 juridictions différentes ont enquêté sur les meurtres indépendamment les uns des autres. Le Connecticut est un petit État, mais les banlieues riches gardent jalousement leur autonomie. Darien n'a pas partagé d'informations avec Greenwich. Westport ne s'est pas coordonné avec New Canaan. Chaque service travaillait sur sa propre affaire non résolue, sans savoir qu'ils travaillaient sur la même affaire. Le FBI n'est intervenu qu'en 1995, après qu'un journaliste du Hartford Courant a publié un article sur une étrange coïncidence. 3 familles de riches banlieues du Connecticut assassinées la veille de Noël en l'espace de 4 ans. Toutes clientes de sociétés de sécurité. Toutes sans aucun signe d'effraction. Les autorités fédérales ont mis en place une task force. Ils ont commencé à dresser le profil du criminel. Homme blanc, âgé de 30 à 40 ans, compétences techniques, travaille probablement dans la sécurité, connaît les victimes ou a accès à leur domicile. Le profil était exact.
Mais au moment où il a été établi, Arthur Groves surveillait déjà la famille Miller. Arthur Groves n'a commis qu'une seule erreur en 5 ans. Une seule, et c'était suffisant. Le 24 décembre 1996, il a laissé la cassette vidéo sous le sapin de la maison des Miller, comme d'habitude. La bande a été montée selon son modèle standard. 3 mois d'observation de la famille, condensés en 50 minutes. Querelles, dîners, conversations à l'heure du coucher, des moments qu'il considérait comme privés. Mais cette fois, il était pressé. Quelque chose avait mal tourné. Peut-être le chien d'un voisin, peut-être les phares dans la rue. Pour la première fois depuis 5 ans, il est nerveux. Et je me suis trompé de cassette. Le film qu'il a utilisé pour le montage n'était pas propre. Il contenait auparavant un programme télévisé, un journal télévisé local qu'Arthur avait enregistré chez lui sur son magnétoscope. Le montage occupe la quasi-totalité de la cassette, mais pas entièrement. À la toute fin, après le générique de fin, il reste quelques secondes de l'ancienne cassette. L'écran d'accueil du journal télévisé du soir de WTNH, la date dans le coin de l'écran, le visage du présentateur. Les enquêteurs du FBI l'ont remarqué lors du 3e visionnage. Les experts du Bureau des examens audiovisuels ont examiné ces quelques secondes image par image. La qualité du signal indique un type de tuner spécifique, mais surtout, il y avait une fine bande blanche dans le coin supérieur droit de l'image. Un défaut caractéristique d'un certain lot de magnétoscopes Panasonic fabriqués en l'an 1989. Environ 12 000 de ces machines ont été vendues sur toute la côte Est. Mais l'enquête a permis de le circonscrire. Homme âgé de 30 à 40 ans, travaillant dans la sécurité, ayant accès au domicile des victimes. La liste est passée à 73 personnes, puis à 19, puis à 4. Arthur Groves a été la 3e personne à recevoir un mandat de perquisition. Le 26 décembre 1996, à 10h du matin, des agents du FBI pénètrent dans sa maison de Bridgeport. Arthur était lui-même au travail. Guardian Shield l'avait appelé pour une réparation d'urgence chez un client. Il a appris la perquisition trop tard. Dans un garage situé derrière la maison, les enquêteurs ont trouvé ce qui sera appelé plus tard le studio du réalisateur. Un mur de 20 moniteurs, une table de montage professionnelle, des archives de plus de 500 cassettes vidéo, toutes signées avec la date et l'adresse. Des centaines d'heures d'enregistrement, chambres à coucher, salons, chambres d'enfants, salles de bain, des gens qui ne sauront jamais qu'ils sont surveillés, et 14 cassettes d'une autre étagère, marquées d'un feutre rouge. 4 familles, 15 personnes, 5 années. Arthur Groves a été arrêté le même jour dans le parking d'un centre commercial à Stamford. Il n'a pas résisté, il n'a pas essayé de s'enfuir. Il est resté devant sa camionnette, celle-là même dans laquelle il avait passé des centaines de nuits à observer la vie d'autres personnes et a attendu d'être menotté. Lors de son interpellation, il n'a prononcé qu'une seule phrase. L'enquêteur lui a demandé s'il comprenait ses droits. Arthur a acquiescé et a répondu « Ils m'ont fait entrer eux-mêmes ». Le procès d'Arthur Lee Groves s'est ouvert en septembre 1997 et a duré 14 semaines. L'accusation a présenté plus de 800 éléments de preuves matérielles, des enregistrements vidéo, des registres de surveillance qu'Arthur tenait avec une précision méticuleuse, des plans de la maison avec l'emplacement des caméras, des reçus pour l'achat de matériel. La défense a tenté d'insister sur l'aliénation mentale. Des psychiatres invités ont diagnostiqué chez l'accusé un trouble voyeuriste prononcé et un trouble de la personnalité narcissique. Mais le jury
n'a pas accepté cet argument. Le 5 décembre 1997, Arthur Groves a été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Après l'annonce du verdict, il n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de fixer le public, comme il fixait les écrans dans sa camionnette. L'affaire Groves a bouleversé le secteur de la sécurité aux États-Unis. En 1998, l'État du Connecticut a adopté une loi obligeant les sociétés de sécurité à vérifier les antécédents de tous leurs techniciens. Les normes fédérales renforcent les exigences en matière de stockage des codes maîtres. Guardian Shield a fait faillite dans l'année qui a suivi l'adoption de la loi, mais pour 15 hommes et leurs familles, il était trop tard. Arthur Groves est incarcéré au Northern Maximum Security Correctional Institution à Somers, Connecticut. Il n'a jamais fait appel, il n'a jamais donné d'interview, il n'a exprimé aucun remords. Selon le psychologue de la prison, il passe le plus clair de son temps à la fenêtre de sa cellule. Il regarde simplement dehors. Les familles de la Gold Coast commandent encore des systèmes de sécurité avant Noël. Caméras, capteurs, codes d'accès, elles sont convaincues que leurs maisons sont plus sûres. C'est probablement vrai. Mais l'histoire d'Arthur Groves nous rappelle une chose simple. Parfois, la plus grande menace est la personne que vous avez vous-même laissé entrer. Quelqu'un à qui vous avez fait confiance pour protéger votre famille. Quelqu'un qui connaît votre code, vos habitudes, la disposition de vos pièces. Celui qui regarde